Internet est inondé de théories du complot sur à peu près tous les sujets imaginables. Certains pensant que les gouvernements cherchent à hâter la fin du monde. D'autres pensent que l'alunissage n'a jamais eu lieu, que certaines célébrités ont été remplacées par des sosies, pour n'en nommer que quelques-unes. Numéro 10. Parmi certaines des théories du complot les plus farfelues, on trouve des suggestions selon lesquelles la Lune n'existe pas vraiment, l'Australie n'est pas un vrai endroit, et que toutes les pierres trouvées sur Terre sont molles jusqu'à ce qu'on les touche. La plupart des gens prennent ce genre de théorie avec des pincettes, mais l'une d'entre elles a gagné en popularité ces derniers mois grâce à des publications sur les réseaux sociaux affirmant que la gravité de la Terre disparaîtra pendant un court instant en 2026. La rumeur a commencé à circuler sur Internet au début de 2026 lorsqu'une personne a commencé à suggérer que notre gravité cesserait de fonctionner pendant environ 7 secondes le 12 août et que cet événement aurait des conséquences désastreuses pour nous tous. Selon ces publications, un document secret de la NASA intitulé Project Anchor aurait été divulgué aux médias en novembre 2024. Il contenait la preuve que l'agence était au courant de cet événement et qu'elle préparait des mesures pour cette date précise. Un utilisateur d'Instagram a publié une vidéo montrant un homme assis dans une voiture. Il contenait également le texte « Le 12 août 2026, la gravité disparaîtra dans le monde pendant 7 secondes. La NASA le sait, ils se préparent, mais ne nous disent pas pourquoi. » Le texte affirmait également que la gravité disparaîtra en réalité pendant exactement 7,3 secondes et que la catastrophe qui en résultera entraînera la mort de 40 à 60 millions de personnes. Ils affirment que tout objet qui n'est pas fixé au sol commencera à flotter vers le haut et qu'après 7 secondes, tout retombera brutalement sur la Terre. Par conséquent, ils pensent que de nombreuses personnes s'envoleront dans les airs puis succomberont à des chutes ou à de gros objets leur tombant dessus. Ils ont également affirmé que la plupart des objets s'élèveront à environ 20 mètres dans les airs et que cela provoquera une panique généralisée dans le monde entier. Un autre utilisateur affirme que le projet Anchor dispose d'un budget d'environ 89 milliards de dollars et que la NASA y travaille depuis plusieurs années. À cela s'ajoute la suggestion que l'agence voulait réaliser une expérience pour voir si nous pourrions survivre sur Terre sans gravité pendant 7 secondes. Certains ont affirmé que le résultat de cette anomalie gravitationnelle sera au moins 10 ans de reconstruction après un effondrement économique. Et que nous devrons commencer à reconstruire nos communautés, puisque pratiquement toutes les infrastructures sur Terre seront gravement endommagées ou complètement détruites. On sait qu'une éclipse solaire sera observée le 12 août 2026, mais on ignore encore si les théoriciens du complot prendront cela comme un signe que quelque chose de bien plus sinistre se produira à cette même date. Depuis, plusieurs experts se sont exprimés et ont assuré au public que la gravité restera aussi normale que d'habitude à cette date et que personne n'a besoin de prendre de dispositions particulières, puisque cette théorie est complètement inventée et fausse. Numéro 9. Nous avons tous entendu des théories du complot sur le paranormal, comme l'idée que certaines célébrités seraient des démons ou que des fantômes peuvent hanter une personne à vie, ou que certains endroits dans le monde servent de portail vers d'autres réalités. Il y a aussi la théorie selon laquelle le Necronomicon, un livre fictif créé par l'auteur H.P. Lovecraft, existerait réellement et que Lovecraft essayait en fait de partager des secrets sur l'occulte avec nous tous, sans que ce soit trop évident. Lovecraft, qui a vécu entre 1890 et 1937, est devenu célèbre pour ses étranges nouvelles, poèmes, romans et essais, dont la plupart contenaient des éléments surnaturels et des créatures d'un autre monde. Comme Cthulhu, qui apparaît dans son récit L'Appel de Cthulhu, qui est aussi le titre d'une chanson du groupe de heavy metal Metallica. La créature est apparue pour la première fois en 1928 et est décrite comme ayant une tête semblable à celle d'une pieuvre, un visage couvert de tentacules, un corps écailleux ressemblant à du caoutchouc et de longues ailes étroites dans le dos. Elle fait des centaines de pieds de haut avec des bras et jambes humains. Pendant des siècles, Cthulhu est resté endormi dans la cité engloutie de R'lyeh, dans l'océan Pacifique. Lorsque les étoiles sont alignées exactement comme il faut, la créature se réveille et le chaos s'ensuit. La Terre entière est plongée dans le cataclysme et l'humanité est presque entièrement détruite. Le Necronomicon fait partie du mythe de Cthulhu, et Lovecraft a expliqué qu'il a eu l'idée du livre et de son nom pendant un rêve. Souvent appelé le livre des morts, il a été mentionné pour la première fois par Lovecraft dans Le Molosse.
En écrivant sur l'histoire du livre, Lovecraft a déclaré qu'il s'appelait à l'origine Al-Azif, un mot arabe qui fait référence aux bruits nocturnes produits par certains insectes, que beaucoup de gens décrivent comme ressemblant à hurlements des démons. L'auteur du livre est un arabe à moitié fou nommé Abdul al-Zarad, qui vénérait deux des créations de Lovecraft, Yog-Sothoth et Cthulhu. Il est décédé dans des circonstances mystérieuses en l'an 738, après avoir été attaqué par une créature gigantesque. Après sa mort, le livre a été étudié par des philosophes, et en 950, il a été traduit en grec. C'est à ce moment-là qu'il a pris le nom de Necronomicon. On ignore beaucoup sur l'apparence du livre, mais Lovecraft précise qu'il est relié en cuir et fermé par plusieurs fermoirs métalliques. À l'intérieur du livre, le lecteur trouvera un recueil de connaissances interdites, comprenant des sorts, des rituels et des informations sur des entités anciennes et oubliées comme Cthulhu. Mais tout le monde ne peut pas l'ouvrir et le lire. On dit que quiconque lit le texte découvrira la terrible vérité sur la réalité et qu'il deviendra fou après avoir acquis cette connaissance. De plus, quiconque parvient à lire le livre avec succès pourra invoquer des créatures terrifiantes et gigantesques, capables de semer la destruction à travers le monde. Il peut être utilisé pour ouvrir des portails vers d'autres mondes, réaliser des rituels magiques sombres et interdits, et révéler la vérité sur la réalité. À savoir que tout ce que nous connaissons et voyons n'est pas seulement créé par, mais aussi contrôlé par des entités anciennes qui existent encore d'aujourd'hui. Le Necronomicon est, bien sûr, un livre fictif que Lovecraft a inventé. Mais beaucoup de gens croient qu'un tel texte existe réellement et que ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne décide de l'utiliser, plongeant ainsi le monde dans le chaos. Numéro 8. Edgar Allan Poe est justement reconnu comme l'un des plus grands auteurs de tous les temps. Bien que ses contes et poèmes ne soient là peut-être pas au goût de tout le monde, compte tenu de leur atmosphère généralement sombre et de leur thème, il est indéniable qu'il était un maître dans son art et que son œuvre sera discutée pendant de nombreuses décennies à venir. Son œuvre la plus célèbre, Le Corbeau, raconte l'histoire d'un homme qui entend frapper à sa porte d'entrée, ce qui l'effraie car il est tard dans la nuit. Lorsqu'il finit par ouvrir la porte, il se retrouve face à face avec un corbeau, qui commence alors à le tourmenter avec un seul mot, jamais plus. Il est également considéré comme le précurseur du genre policier, puisque son récit, Les meurtres de la rue Morgue, raconte l'histoire d'un crime commis dans une pièce verrouillée, laissant la police et toutes les personnes impliquées perplexes jusqu'à ce que le détective amateur C. Auguste Dupin parvienne à résoudre l'affaire. Mais Poe n'a pas eu une vie facile. Son père a tout simplement abandonné sa famille en 1810, l'année suivant sa naissance, et sa mère a ensuite contracté la tuberculose qu'il a emportée un an plus tard. Lui et sa famille d'accueil ont déménagé de Boston, Massachusetts, à Londres, Angleterre en 1815, mais ils sont retournés aux États-Unis en 1821. Il a servi dans l'armée et, après le décès de son frère, il a commencé sa carrière d'écrivain, mais cela ne s'est pas passé comme il l'avait prévu. Son œuvre était trop sombre pour la plupart des gens et il lui a fallu longtemps avant de pouvoir gagner correctement sa vie. Sa femme, Virginia Eliza Clem Poe, est décédée en 1847 après avoir également contracté la tuberculose et il est tombé dans une profonde dépression dont il ne s'est jamais vraiment remis. Il a enfin été reconnu pour son œuvre et serait le premier auteur américain à vivre uniquement de sa plume. Bien qu'il ait finalement connu le succès dans la profession qu'il avait choisie, on pense qu'il n'a jamais vraiment été heureux après la mort de sa femme. Et sa propre mort reste entourée de mystères, certains théoriciens du complot pensant qu'elle est plus sinistre qu'on ne veut bien nous le faire croire. Le jour en question était le 3 octobre 1849. Poe a été retrouvé à moitié conscient à Baltimore, et selon les témoins, il était dans un grand état de détresse et avait besoin d'aide. Il portait les vêtements de quelqu'un d'autre et répétait sans cesse le nom de Reynolds. Cette personne n'a jamais été identifiée et on ignore à qui Poe faisait référence ni quel lien cette personne avait avec l'état critique dans lequel Poe a été retrouvé. Il a ensuite été emmené au Washington Medical College où il a reçu des soins, mais il a fini par décéder. Il n'a jamais été assez cohérent pour expliquer ce qui lui était arrivé, ni pourquoi il avait disparu plusieurs jours avant de réapparaître dans un état déplorable. C'est là que les théories du complot interviennent. Elles ont souligné que Poe a été retrouvé devant un bureau de vote lors d'une élection. Ils pensent que sa mort était planifiée et qu'il a été victime du cooping, c'est-à-dire lorsqu'un membre du public sans méfiance est enlevé dans la rue et forcé de voter à plusieurs reprises, mais seulement après avoir été contraint d'ingérer une substance qui le rendait vulnérable à la suggestion.
Cela n'a bien sûr jamais été prouvé, mais certains théoriciens pensent que cela explique pourquoi Poe a été retrouvé dans un état aussi déplorable et pourquoi il n'a jamais reçu les soins médicaux appropriés qui auraient pu lui sauver la vie ce jour-là. Numéro 7. Selon la légende romaine, la ville a été fondée le 21 avril 753 avant Jésus-Christ et son premier roi était Romulus. Cependant, certaines preuves archéologiques ont montré que des colons sont arrivés dans cette région au Xe siècle avant JT et qu'ils ont commencé à poser les bases de ce qui deviendrait finalement la capitale de l'Italie. Mais selon un théoricien du complot, la ville n'a jamais existé, ce qui irrite profondément les archéologues du monde entier qui ont étudié l'histoire de la ville en profondeur et qui ont également fait des découvertes historiques remarquables au fil des ans. La publication est d'abord apparue sur le profil d'un TikToker qui affirmait que la ville n'avait jamais existé et que l'Église catholique avait inventé une supercherie dans les années 1500, convainquant tout le monde que Rome existait bel et bien. La théoricienne du complot en question s'appelle Donna Dickens. Sa première publication sur le sujet a été créée en 2021, après quoi elle n'en a pas parlé très souvent. Environ un an plus tard, elle a de nouveau été critiquée par des experts et universitaires après avoir publié de nouveaux messages sur ses affirmations. Peu de temps après la mise en ligne de la vidéo, elle a atteint jusqu'à 75 000 vues, puis elle a été partagée par de nombreux abonnés de Donna, ce qui a permis à des milliers d'autres utilisateurs de la voir sur différentes plateformes. Dans sa publication, elle a affirmé qu'aucun artefact culturel significatif n'avait été découvert à Rome. Aucun document important relatif à la ville n'a jamais été découvert et aucun véritable monument romain n'a jamais été trouvé. Elle a ajouté que la ville était une homogénéisation fictive de la culture indigène européenne perpétuée par l'Église catholique. Elle a ajouté que la culture romaine enseignée à l'école venait en fait de civilisations comme la Grèce, l'Asie, la Turquie et l'Égypte. Quant aux monuments célèbres comme le Colisée et le Parthénon, elle pense que ces structures ne peuvent pas être utilisées comme preuve de l'existence de Rome, puisque les pierres avec lesquelles ils sont construits ne peuvent pas être datées au radiocarbone. Et donc, les experts ne savent en réalité pas quel âge elles ont. On pourrait dire qu'elle a oublié les nombreux documents romains anciens découverts au fil des ans, mais elle avait aussi une réponse à cela. Donna pense que puisque aucun original de ces documents n'a été retrouvé, ceux qui ont été découverts ont été falsifiés par des moines qui, une fois de plus, en ont reçu l'ordre de l'Église. Heureusement, il ne faut pas grand-chose pour discréditer les affirmations mal documentées de Donna. Nous savons que des manuscrits anciens et originaux ont été retrouvés à Rome, dont la plupart sont rédigés en latin et ont été écrits par des citoyens éminents de la ville à l'époque. Après ces révélations, beaucoup se sont interrogés sur le parcours et les compétences de Donna pour tirer de telles conclusions. Elle était une ex-journaliste de divertissement, avait étudié l'anthropologie et l'histoire et quitté l'université à la fin de sa 3e année d'études. Ces affirmations ont été complètement rejetées par les experts. Mais malheureusement, beaucoup de gens croient encore que ces théories sont fondées sur des faits, ce qui n'est certainement pas le cas. Numéro 6, Stonehenge reste l'un des monuments les plus mystérieux jamais découverts. Les premières mentions de ce monument remontent au XIIe siècle, mais les fouilles sur le site n'ont commencé pour la première fois que dans les années 1620. Le premier relevé du site a été réalisé par John Aubrey dans les années 1660, et il a suggéré que les trous d'Aubrey, qui portent son nom, servaient autrefois de temple druidique dans l'Antiquité. Au XVIIIe siècle, le monument a été étudié par William Stukeley et il a finalement été déterminé que Stonehenge remontait à l'âge du bronze. En 1882, il a été déclaré monument historique protégé. Et bien qu'une quantité massive de recherches ait été menée sur le site, qui se trouve dans la plaine de Salisbury dans le Wiltshire, en Angleterre, de nombreuses questions subsistent encore à propos de cette structure étrange et énigmatique. Nous savons que la construction de Stonehenge a commencé il y a environ 5000 ans, mais ces bâtisseurs n'ont jamais laissé d'indication sur qui ils étaient ou sur l'usage qu'ils comptaient faire de cet espace. Aucun document sur sa construction n'a été retrouvé, d'où de nombreuses théories sur sa finalité et ses constructeurs. L'une des premières théories, et des plus extravagantes, suggère que les énormes pierres ont été mises en place par un géant. On pense que les premiers historiens s'appuyaient fortement sur le folklore chaque fois qu'ils étaient confrontés à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer, et qu'un géant leur semblait donc être l'explication parfaite. Mais cette affirmation devient plus bizarre. Selon certains historiens de l'époque, le géant aurait reçu l'ordre d'apporter les pierres sur le site par Merlin, le magicien souvent associé aux légendes arthuriennes.
Une autre théorie, et probablement la plus répandue, est qu'il a été construit par des extraterrestres qui ont visité la Terre il y a des milliers d'années. Certains estiment qu'ils ont seulement donné aux habitants la technologie pour déplacer les pierres, technologie ensuite perdue au fil du temps. Une autre suggestion populaire parmi les théoriciens du complot est qu'il a été construit par d'anciens druides. Selon cette théorie, le monument servait à adorer leurs idoles, mais nous savons que les premiers druides n'ont fait leur apparition qu'environ 2000 ans après la construction de Stonehenge. La plupart des experts ont donc rejeté cette théorie. Il existe aussi une théorie selon laquelle des musiciens l'auraient utilisée autrefois. Des chercheurs ont étudié la composition des pierres et ont découvert que les monolithes de pierre bleue résonnaient comme un tambour lorsqu'ils étaient frappés à certains endroits. Mais cette théorie présente aussi des failles, puisqu'il paraît peu probable que quelqu'un transporte ces pierres très lourdes et massives sur des kilomètres simplement pour construire une batterie élaborée et à peine fonctionnelle. Mais certaines personnes pensent que Stonehenge n'a aucune réelle signification et qu'il a été construit par deux anciens hommes des cavernes qui n'avaient rien de mieux à faire. Ils n'avaient que du temps à perdre et ont simplement décidé d'empiler quelques pierres, les unes sur les autres. Mais les théoriciens soutenant cette théorie n'ont pas été en mesure d'expliquer comment cela aurait été fait. Les experts qui ont étudié le site ont suggéré les théories les plus plausibles selon lesquelles Stonehenge aurait servi de temple, de site funéraire et de calendrier astronomique. Cela a été jugé plausible par la plupart des chercheurs, et il ne fait aucun doute que de nombreuses théories sur Stonehenge émergeront dans les années à venir, sans doute aussi extravagantes qu'attendues. Numéro 5. Le projet Bluebeam, à ne pas confondre avec le projet Blue Book, qui était l'étude des observations d'OVNI, contient également des éléments liés aux extraterrestres. Mais selon les théoriciens du complot, il implique aussi la religion et un sinistre complot des gouvernements du monde entier. Cette théorie existe depuis les années 1990, lorsqu'un journaliste canadien nommé Sergei Monast l'a présentée au monde pour la première fois. Bien qu'il n'ait jamais révélé ses sources, il affirmait que la NASA menait une opération visant à instaurer une religion New Age par des images holographiques et la manipulation des esprits du public. Il affirmait que le projet devait se faire en 4 étapes. La première consisterait en des tremblements de terre inhabituels dans le monde entier. Ils seraient provoqués par les mêmes gouvernements avec un objectif très précis en tête. Après les secousses, les archéologues feraient des découvertes révolutionnaires sous les terres nouvellement mises au jour. Cela remettrait en cause notre compréhension de la religion et de l'histoire, et beaucoup commenceraient à suivre la religion New Age citée plus tôt. Après cela, la technologie serait utilisée pour projeter des images holographiques de divinités dans le ciel, visibles de tous. Cela amènerait beaucoup de gens à croire qu'ils ont été témoins de quelque chose de profond et qu'ils doivent commencer à suivre cette nouvelle religion. L'étape suivante serait de faire croire aux gens qu'ils reçoivent des messages télépathiques. Cela serait réalisé grâce à l'utilisation d'ondes à basse fréquence qui, selon Monast, créeraient l'illusion de voix qui leur parlerait dans leur esprit. Enfin, la 4e étape impliquerait l'apparition d'une figure semblable à Jésus, un sauveur qui apparaîtrait soudainement sur Terre et qui convaincrait le monde entier d'adopter un gouvernement unique et une religion unique. À ce stade, beaucoup étaient déjà convaincus que l'armée américaine avait créé une technologie holographique utilisable pour tromper qui elle voulait. Certains ont même suggéré que le ciel serait un immense écran et que ce que nous voyons au-dessus n'est qu'une illusion. Monast a ajouté que la NASA utiliserait cette technologie pour simuler une fausse invasion extraterrestre de la Terre, et que les gens seraient facilement dupés en croyant ce que leurs yeux voyaient. Même le décès de Monast est considéré comme suspect par les théoriciens du complot. Bien que ces dossiers médicaux mentionnent une crise cardiaque, certains pensent que ces théories étaient justes et qu'il a été réduit au silence par le gouvernement, avant qu'il ne puisse révéler quoi que ce soit de plus sur son plan néfaste. Avant qu'ils ne puissent révéler quoi que ce soit de plus sur leur plan néfaste pour prendre le contrôle du monde. Au fil des années, plusieurs autres agences, dont HAARP, SpaceX et d'autres, ont été incluses dans cette théorie en constante évolution. Et l'émergence de la technologie de l'IA n'a fait que renforcer leur conviction que l'on nous ment. Les experts ont facilement rejeté ces affirmations. Aucune preuve n'a jamais été présentée pour étayer ces affirmations. Et il est généralement admis qu'il ne faisait que spéculer et présenter ses idées comme des faits.
De plus, aucune technologie holographique telle que celle décrite dans sa théorie n'existe, puisqu'aucun gouvernement ne possède les moyens de projeter des vidéos d'une invasion extraterrestre au monde entier en même temps. Dernier clou dans le cercueil. La date de l'événement a été souvent prédite, mais comme on le sait, aucune invasion extraterrestre n'a eu lieu. Un nouvel ordre mondial n'a pas été établi et nous sommes tous encore libres de suivre la religion de notre choix dans la plupart des pays. Numéro 4. Grâce aux cours de géographie à l'école, nous savons que les tremblements de terre sont causés par la libération soudaine d'énergie le long des failles de la Terre, généralement à cause du mouvement de ces plaques tectoniques. Mais il semble que même cette connaissance de base soit inacceptable pour certains complotistes. L'un des détracteurs de cette connaissance est un religieux originaire d'Iran qui a provoqué un véritable émoi dans le monde entier en 2010, lorsqu'il a fait quelques affirmations étranges et controversées à propos de ce phénomène naturel. Les tremblements de terre sont fréquents en Iran, car ce pays subit plus de séismes que la plupart des autres pays chaque année. Le président de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad, avait prédit qu'un séisme massif finirait par frapper la capitale, Téhéran. Et il avait suggéré que les 12 millions d'habitants qui y vivaient se déplacent vers des zones plus sûres. C'est une affirmation ridicule, car déplacer autant de personnes serait un cauchemar logistique, et beaucoup refuseraient de quitter leur maison à cause des peurs et des prédictions d'un seul homme. Mais comparée aux affirmations de Qasim Siddiqui, celle d'Ahmadinejad semble presque plausible. Siddiqui a suscité l'indignation mondiale en affirmant que les tremblements de terre ne sont pas des catastrophes naturelles, mais causées par des femmes mal habillées. Il a également blâmé les femmes qui commettent l'adultère, celles qui, selon ses mots, corrompent leur chasteté, et les femmes qui égarent les hommes. Ces révélations étaient sûrement une réaction excessive au refus de nombreuses jeunes femmes en Iran de s'habiller selon les règles islamiques, qui interdisent de montrer leur corps à un homme sans lien de parenté avec elles, sauf leur visage, leurs mains et leurs pieds. Leurs cheveux, leur cou et leur corps doivent être couverts en public. Mais au fil des années, de plus en plus de femmes ont décidé d'aller à l'encontre de ces règles, ce qui a clairement suscité la colère de Siddiqui. Dans un sermon, il a affirmé qu'une autorité divine lui avait dit que le pays subissait des calamités comme des tremblements de terre. Il a affirmé que ces catastrophes seraient évitées seulement si les femmes s'habillaient convenablement et retrouvaient leurs racines religieuses. Il faut préciser que ces femmes portaient juste des manteaux serrés et des foulards, laissant voir une partie de leurs cheveux, ce qui est interdit. Lorsqu'on lui a demandé quand ce tremblement de terre frapperait l'Iran, Siddiqui a affirmé qu'il ne pouvait pas donner de date précise. Mais il a réitéré que ce ne serait qu'une question de temps avant que la catastrophe ne se produise. Il a également suggéré que les habitants de Téhéran déménagent immédiatement, ou qu'au moins 5 millions de ces 12 millions de citoyens partent afin de minimiser le nombre de vies qui seraient perdues lorsque le séisme frapperait enfin. Le ministre du Bien-être a affirmé que la prière et le repentir étaient les seuls moyens d'éviter la catastrophe et que les femmes concernées devaient demander pardon pour leurs transgressions. Les sismologues ont averti le gouvernement iranien qu'un séisme massif frappera tôt ou tard Téhéran, et certains ont suggéré que la capitale soit déplacée ailleurs afin de sauver le plus de vies possible. Siddiqui pense que si les femmes de Téhéran ne choisissent pas de se repentir et d'abandonner leur comportement pécheur, elles seraient la cause d'une catastrophe sans précédent qui coûterait d'innombrables vies et plongerait le pays dans une crise financière dont il faudrait des décennies pour se remettre. Numéro 3. Dans les années 1920, le Parti nationaliste chinois a suggéré qu'un immense barrage soit construit sur le fleuve Yangtze. L'idée derrière ce projet, aujourd'hui connu sous le nom de projet de conservation de l'eau des trois gorges du fleuve Yangtze, a été mise en attente pendant quelques années, jusqu'en 1953, lorsqu'il a été décidé qu'une étude de faisabilité devait être menée et qu'un site devait être sélectionné. L'une des principales raisons de sa construction était de contrôler les inondations désastreuses qui s'étaient produites lorsque le fleuve avait débordé de ses rives. Mais cela rendrait également possible le commerce intérieur et cela pourrait être utilisé pour produire de l'électricité pour plusieurs régions du pays. Beaucoup ont adhéré, mais certains pensèrent que le projet était une mauvaise idée. Ils craignaient que le barrage ne s'effondre et que plus d'1 300 000 personnes ne perdent leur maison et peut-être leur vie. Si cela devait arriver, de nombreux sites culturels emblématiques seraient complètement détruits. Des sites archéologiques seraient perdus et les personnes vivant le long du fleuve se retrouveraient démunies. Il y avait aussi la théorie selon laquelle contenir une quantité d'eau aussi massive, environ 42 milliards de tonnes, nuirait à la planète.
Les détracteurs soutenaient que l'eau causerait un déplacement anormal de la Terre, entraînant des catastrophes naturelles comme des séismes et des glissements de terrain mondiaux, provoquant la mort ou le déplacement de nombreuses personnes. Il a alors été proposé de construire une série de barrages. Ils seraient plus petits, plus faciles à gérer et contiendraient moins d'eau que le projet initialement proposé. Ils produiraient autant d'électricité que le grand barrage et contrôleraient aussi efficacement les inondations. Mais leurs préoccupations sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Néanmoins, leurs craintes ont provoqué un retard de 40 ans dans la construction du barrage, qui a finalement commencé en 1994. Mais même à ce moment-là, le projet n'était pas sans problème. Quand les fonds ont manqué, le gouvernement chinois a sollicité un prêt à la Banque mondiale, qui a refusé par crainte d'impacts environnementaux du barrage. La première phase de la construction a été achevée en 1997 et en 2003, le réservoir a commencé à se remplir. Cela a entraîné la perte définitive de près de 1200 sites archéologiques importants. Le mur principal du barrage a été achevé en 2006 et 10 ans plus tard. Le projet a été mené à bien avec succès. En 2024, une rumeur virale a commencé à circuler, affirmant que l'eau du barrage des Trois Gorges avait ralenti la rotation de la Terre. Cette affirmation a été examinée et jugée vraie, mais il a été découvert que le changement de rotation était négligeable puisque la Terre tournait seulement environ 0,06 microsecondes plus lentement que la normale. Cela a été un immense soulagement pour des millions de personnes à travers le monde. Mais comme souvent, plusieurs théoriciens du complot ont refusé d'accepter ces données et ont lancé des affirmations extravagantes sur ce qu'ils croyaient qu'il se passait réellement. Ils ont affirmé que l'énorme quantité d'eau qui avait provoqué un déséquilibre dans la rotation de la Terre avait commencé à affecter les régimes météorologiques de la planète. Ils étaient également convaincus que cela avait provoqué certains des tremblements de terre et des catastrophes naturelles les plus récents. Cependant, ils n'ont pu fournir aucune preuve pour étayer cette théorie. La NASA a souligné que la rotation de la Terre fluctue de toute façon, et que toute crainte selon laquelle notre planète serait négativement affectée par le barrage des Trois Gorges doit être rejetée comme une théorie marginale et rien de plus. Numéro 2. Les gens sont fascinés par le ciel nocturne depuis des siècles, et les érudits étudient les étoiles depuis très longtemps. Depuis, nous avons beaucoup appris sur notre système solaire et sur ceux situés à des millions d'années-lumière. Les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne nous sont connues depuis la préhistoire, et cela parce qu'elles sont visibles à l'œil nu dans le ciel nocturne. Mais d'autres planètes étaient plus difficiles à observer. Les premières découvertes faites à l'aide d'un télescope ont eu lieu en 1781 lorsque William Herschel a identifié Uranus. Et en 1848, Johann Gall a découvert Neptune après avoir étudié les travaux d'Urbain Le Verrier et de John Couch Adams. Pluton, qui n'est plus considéré comme une planète, a été découvert en 1930 par Clyde Tombaugh, et il a maintenant été reclassé en planète naine. Depuis lors, nous avons étudié autant que possible le cosmos. Cependant, certains théoriciens du complot, dont un astronome réputé, estiment que nous nous trompons sur un aspect clé de notre galaxie. L'astronome Paul Cox a fait des déclarations controversées sur notre Soleil, et il pense que l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, la NASA, est derrière tout cela. Alors que la plupart des gens ont rejeté ces affirmations étranges, d'autres l'ont pris au sérieux, probablement en raison de ses références en tant qu'astronome respecté. Paul Cox a fait ses déclarations controversées en juin 2016, alors qu'il présentait une émission en direct de 8 heures, au cours de laquelle il discutait des transits de la planète Mercure devant le Soleil. L'émission a été diffusée sur le site web SLU, mais elle a pris une tournure que personne n'avait prévue. En évoquant la position actuelle de Mercure à l'écran, il a soudain demandé « Vous vous demandez peut-être ce qu'est cette grande chose ronde près du Soleil ». Il a dit avec désinvolture que les spectateurs voyaient le deuxième soleil de la Terre et a plaisanté que la plupart ignoraient son existence. Les spectateurs ont été immédiatement surpris par cette déclaration controversée. Certains pensant d'abord que Cox plaisantait, mais il est vite devenu évident qu'il était très sérieux à ce sujet. Il a poursuivi en expliquant que ce deuxième soleil est généralement caché à la vue du public par plusieurs agences, dont l'une est la NASA, mais il n'a pas révélé les noms des autres agences impliquées dans ce complot inquiétant. Comme prévu, ces déclarations ont aussitôt suscité un émoi en ligne. Les blogueurs conspirationnistes ont vite écrit sur le second soleil caché depuis des décennies, tandis que d'autres ont diffusé sur les réseaux sociaux que le gouvernement ment depuis toujours.
Le problème avec cette théorie du complot, c'est qu'elle a été avancée par quelqu'un qui, jusqu'à ce moment-là, était respecté dans son domaine et qui avait mené beaucoup de ses propres recherches au cours de sa carrière. Ainsi, les théoriciens du complot ont rapidement profité de l'occasion pour inonder Internet de nouvelles sur cette supposée tromperie. Les collègues astronomes de Cox ont rapidement fait remarquer que l'objet qu'il montrait lorsqu'il a fait ses commentaires était en réalité la planète Mercure dont il parlait depuis le début. Ces affirmations ont été rejetées aussi bien par d'autres astronomes que par des experts qui ont assuré au public que nous n'avons qu'un seul soleil et qu'aucun corps céleste de ce genre ne nous est caché. Numéro 1. La plupart d'entre nous connaissent le terme « Big Brother », une expression qui a été inventée pour la première fois dans le roman dystopique 1984, écrit par George Orwell en 1948 et qui est encore aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre. Dans le livre, Orwell décrit un avenir dans lequel le monde entier est gouverné par un seul gouvernement. C'est une ère d'oppression durant laquelle le public est forcé d'obéir aux ordres sous peine d'être envoyé dans une pièce secrète, la chambre sans teint, d'où ils ressortent, brisés spirituellement et psychologiquement. L'aspect le plus marquant du livre est que tout le monde est constamment surveillé et qu'un seul faux pas ou un acte de rébellion est puni avec une extrême sévérité. Dans la réalité, beaucoup craignent que cela devienne réalité car des caméras de sécurité sont partout. Il a même été prouvé que les gouvernements espionnent leurs citoyens. Un bon exemple de cela, c'est lorsque quelqu'un parle d'acheter un nouveau produit avec un de ses amis, verbalement ou en face à face, pour ensuite voir des publicités pour ce même produit apparaître quelques minutes plus tard sur l'un de ses appareils connectés. Il a également été prouvé, grâce à des lanceurs d'alerte, que des agences comme la NSA écoutent les appels téléphoniques des gens depuis longtemps, malgré le fait qu'elles aient toujours affirmé qu'elles ne porteraient jamais atteinte à leur vie privée de cette manière. Le résultat, c'est une augmentation de la paranoïa parmi le grand public, surtout puisque la plupart d'entre nous ont besoin de leurs appareils, comme les téléphones portables et les ordinateurs portables, pour gagner leur vie et rester en contact avec leurs proches. Les théories du complot sur ce sujet ont commencé à se multiplier au début des années 2000 lorsqu'il a été annoncé que la télévision analogique serait progressivement abandonnée et remplacée par la télévision numérique. Le premier pays à se conformer à ce changement a été l'Allemagne, lorsque tous les signaux analogiques terrestres ont été coupés dans ce pays en 2003. Le gouvernement américain a décidé que les signaux analogiques seraient coupés en 2009 et la date limite internationale pour ce passage a été fixée à 2015. La raison de ce changement était de pouvoir réutiliser le spectre analogique. Il serait libéré pour la diffusion des services 4G et 5G. Le passage au numérique offrirait aussi aux téléspectateurs une meilleure qualité d'image et de son pour leurs émissions préférées. De plus, la technologie numérique permettrait de diffuser beaucoup plus de chaînes en même temps, dans le même espace de fréquence. Pour beaucoup, c'était une nouvelle enthousiasmante, car ils pourraient regarder leurs émissions en haute résolution, mais certains n'étaient pas convaincus. Ils refusaient l'absence de choix et l'obligation de transition, ressentant que quelque chose de plus inquiétant se préparait en coulisses. Les complotistes ont lancé des déclarations extravagantes, rapidement soutenues par beaucoup. Ils redoutaient que les nouveaux téléviseurs numériques nécessaires pour regarder la télévision soient dotés de caméras cachées surveillant nos faits et gestes chez nous ou au bureau. Hôpitaux, bâtiments gouvernementaux et autres lieux publics comme bars et restaurants étaient aussi concernés. Au moment où la transition serait terminée, pratiquement le monde entier serait sous surveillance 24 heures sur 24 et la vie privée n'existerait plus. Ces informations servaient à diverses fins, comme la publicité ou l'espionnage. Malgré ces affirmations, la plupart possèdent aujourd'hui des téléviseurs numériques, mais beaucoup ne se sentent pas à l'aise chez eux, se sentant constamment surveillés par Big Brother. Merci à tous d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.